C'est l'Euroleague ou pas? C'est l'Euroleague, ma gueule. De la N2 à l'Euroleague en 10 ans. Tutoriel, on va faire un tuto. Ah, on va leur faire un tuto. Tu vas aller faire des blaires. Il a fait. Oh, c'est carré. C'est carré, ma gueule. Dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est la joie dans les vestiaires. Ça a même fait chanter Mathias Le Sort. La Roca Team sera l'année prochaine en Euroleague, le Graal pour tout basketteur qui évolue en Europe. Et Monaco l'a fait. Vous allez écouter dans quelques instants les réactions du directeur exécutif de la Roca Team et de l'international français Mathias Le Sort. L'Euroleague, c'est un autre monde, c'est une autre dimension. Pour nous développer tout cela, nous serons avec un spécialiste, le consultant Stéphane Brun. Il ne faut pas en oublier le championnat de France. Monaco est leader de la Jeep Elite. Nous reviendrons d'ailleurs sur la dernière rencontre survolée par la Roca Team lundi soir sur son parquet face à Chalon-Reims, 94-76. À quelques jours seulement du prochain Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce dimanche à Imola, Charles Leclerc était à Monaco avec le souverain pour présenter la SF 90. Elle a rejoint la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, une monoplace qui a remporté avec Charles, bien sûr au volant, 2 Grands Prix en 2019. Et enfin, nous ferons un état des lieux sur la crise sanitaire en Principauté avec le directeur du centre hospitalier Princesse Grasse. Des chiffres en baisse, en revanche, la vigilance reste de mise. Mais avant de développer tout cela, l'information du jour, justement, le joueur numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, vient d'être testé positif à la Covid-19. Il allait rentrer dans la compétition du Rolex Monte Carlo Master. On écoute sans plus tarder le directeur du tournoi, Željko Franulović. Tard hier soir, on a reçu l'information que Daniil était testé positif. Immédiatement, on a fait un deuxième test et malheureusement, il s'avérait aussi positif. Et conformément aux règles et le protocole d'ATP, il était immédiatement retiré du tournoi et remplacé par Juan Ignacio Londero. Comment va Daniil Medvedev? Je lui ai parlé ce matin, il a des symptômes très légers, vraiment rien de grave, il va se remettre bientôt. Et on ne peut rien faire d'autre que de lui souhaiter rapide rétablissement et la reprise de circuit au plus tôt possible. L'info du jour donc, Daniil Medvedev positif, mais il va bien. Sachez que nous suivrons évidemment de près l'évolution de la situation. Du côté du tennis, de l'inquiétude. Du côté du basket, en revanche, c'est la joie avec cette qualification en Euroleague l'année prochaine. C'est tout simplement une première dans l'histoire du basket monégasque. On écoute les réactions de 2 personnalités de la Roca Team, Oleksiy Yefimov et Mathias Le Sort. It's not like a dream, it's like a fairy tale, maybe even more. I guess if someone would tell us in the beginning of our journey, like 6-7 years ago, when we were still in Pro B, that we will play in the same competition with such powerhouses as Real, Barcelona and CSKA, no one would really believe in this. But now it happens and now it's official. Definitely we will start discussions in this regard with the EuroLeague, not only about the arena but also about financial fair play and the other aspects which we need to accomplish and comply with. In regard of arena, of course, our capacity of Gaston Metzan is not big enough, but I think that COVID pandemic changed the situation a lot, and this season we are forced to play behind closed doors, and there is a big possibility or chances that next season it will be the same or games will be played with the reduced capacity. So this is something which we will need also to discuss with EuroLeague, because fortunately Monaco has implemented extremely high healthcare standards. As we know, more than 1/3 of the population has been already vaccinated, so who knows, maybe thanks to this, we will be able to host more fans, even in Gaston Metzan with small capacity, rather than elsewhere in a bigger capacity. But definitely we will start deep negotiations with EuroLeague to find the best possible scenario and solution. Hier, j'étais vraiment content. C'est un truc historique, franchement. Comme j'ai dit, passer de la N2 à l'Euroleague en si peu de temps, je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et en plus, on allait chercher cette victoire de manière sportive, sans vouloir tacler qui que ce soit. Les gens sont sensibles de nos joueurs, donc il faut préciser. Mais non, on cherchait cette qualification de manière sportive. Je pense que c'est pour la première fois qu'un club français se qualifie par l'Eurocup. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique.
personnellement, j'ai déjà joué en Euroleague, donc je sais ce que ça représente et je sais le niveau qu'il y a dans cette ligue. Et c'est vraiment le top du top. C'est les meilleures équipes d'Europe, tout simplement, les meilleures organisations. On voit comment les clubs sont organisés. Certains clubs, c'est organisé comme des équipes NBA carrément. Donc c'est vraiment une top compétition, les joueurs de vraiment haut niveau. C'est compétitif tous les jours et à chaque week-end, on joue contre des gros joueurs, des grosses équipes. Enfin, week-end, chaque semaine. Mais c'est quelque chose de grand, l'Euroleague. Si on n'est pas NBA, on veut être en Euroleague, quoi. C'était les réactions du manager général et de l'international français, Euroleague toujours avec un spécialiste, ancien joueur et commentateur sur RMC Sport, Stéphane Brun, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, c'est fait, Monaco est en Euroleague la saison prochaine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que Monaco n'est pas la France, mais c'est quand même un club du championnat français. Ça vous fait plaisir? Ça fait énormément plaisir parce que pour nous, dans notre championnat de France, Monaco fait partie du patrimoine français du basket. Ça avait été déjà le cas il y a 15-20 ans. Donc aujourd'hui, on les considère pleinement fiers représentants et porte-drapeau du basket français. C'est une performance exceptionnelle. Déjà, c'est très rare d'avoir 2 clubs français en Euroleague. C'était plus arrivé depuis 2015 avec Pau et Strasbourg. Et puis, c'est une performance d'autant plus remarquable qu'elle a été acquise aussi par une qualification à travers les résultats. Oui. Il fallait absolument, à minima, être finaliste de l'Eurocup. Ça a été le cas. Et puis, il y a eu. Mais il y a eu aussi des calculs savants, hein. Exactement, il y a eu cette dramaturgie de savoir, attention, il ne faut pas que Valence soit dans les 8, il y avait du suspense, il y a eu des matchs décalés, et ce fameux match Zénith-Saint-Pétersbourg, Panathinaikos Athènes qui a eu lieu hier, et qui a permis la délivrance pour, j'imagine, toute la ville de Monaco, et surtout le staff et les dirigeants de cette équipe et les joueurs. Vous qui êtes un connaisseur, l'Euroleague, c'est vraiment une autre dimension? Oui, clairement, on est bien au-dessus de ce qui peut se jouer en Eurocup, mis à part... je pense peut-être la Virtus Bologne, Kazan, qui aurait pu peut-être prétendre à jouer en Euroleague cette saison. C'est une dimension supplémentaire déjà par les moyens financiers. Je faisais tout à l'heure un petit calcul. Je crois que le budget moyen cette saison en Euroleague avoisine les 20 millions d'euros. C'est gigantesque. On sait que les pays n'ont pas les mêmes charges et les mêmes taux d'imposition aussi qu'en France. Donc, les masses salariales aussi ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est pour moi clairement le deuxième meilleur championnat au monde derrière la NBA. Et on le voit très souvent. Aujourd'hui, des joueurs préfèrent ne plus être au fin fond du banc NBA, venir jouer en Euroleague, avoir des vrais rôles. Chaque semaine, moi, j'ai fait la saison de Villeurbanne toute l'année. J'ai fait les 34 matchs de Villeurbanne. Chaque match, il y avait une star européenne, que ce soit un joueur américain ou une légende du basket européen. Et ça va être le cas. Ces garçons-là vont j'espère. Alors, je ne sais pas si ce sera à Gaston Médecin. Peut-être que vous allez me dire que ça se jouera à Gaston Médecin ou pas. Mais chaque semaine, il y aura une star du continent européen sur le parquet de Monégasque qui affrontera cette équipe monégasque. Et Monaco a les armes, selon vous, pour y évoluer? Parce qu'en face, comme vous l'avez dit, il y aura le Barça, le Real, le CSK. Il y a des grosses équipes. On a les armes pour lutter? Alors, il va falloir recruter, je pense, à l'intersaison. Il va falloir modifier aussi cette équipe tout en gardant aussi cette ossature. C'est important de garder l'ossature qui a justement un passif collectif qui a permis de gagner et d'aller en finale de cette Eurocup-là. Mais on va être obligé d'ajouter 2-3 pièces de garçons capables de jouer à ce niveau-là. Maintenant, connaissant le travail de Alexei Yefimov et du président Diadeshko, qui ont un vrai réseau, qui ont fait des coups chaque année pour monter des belles équipes, je ne suis pas inquiet. Après, les surprises existent. On a vu que le Zalgiris Kaunas, avec 9-10 millions de budget, avait atteint le Final Four. Il y a toujours des coups à faire, mais c'est compliqué. En tout cas, ça sera une belle saison d'Euroleague. Il y aura forcément des moments compliqués, mais il y aura des moments de joie et j'ose espérer quelques exploits à domicile, pourquoi pas, pour attraper des gros. Bon, on l'espère aussi. On revient sur cette saison. À la rentrée, il y a eu beaucoup de départs, il y a des incertitudes sur les poursuites de championnat. On est d'accord, ce n'était pas la chronique d'une montée annoncée. Il a fallu se retrousser les manches pour y arriver. Oui, parce que la saison a été délicate, a été compliquée. Le recrutement aussi s'est fait tard du côté de la Roca Team. Un garçon comme Mathias Le Sort est arrivé tard, une question d'opportunité. Il y a eu des blessures, il a fallu remplacer des garçons, des joueurs. En Eurocup, l'effectif était réduit parce qu'il y a 2 garçons, je crois, comme Falfay qui n'était pas qualifié et le meneur américain Frazier qui a été très bon d'ailleurs hier contre le Chalon-Reims qui n'est pas qualifié. Donc la rotation est courte. Et puis les incertitudes, Covid, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on ne joue pas de match en Jeep Elite, donc pas de rythme, mais aussi un petit peu de fraîcheur physique de ne pas jouer l'Europe et le championnat. Voilà, maintenant... il ne faut pas que ça soit une fin en soi, cette qualification en Euroleague, parce qu'il y a quand même un trophée vainqueur de l'Eurocup. C'est exceptionnel pour un club français.
Et je pense qu'il faut absolument se concentrer là-dessus, que ce soit Kazan ou que ce soit Bologne. L'Euroleague, elle est là, elle est dans la poche, on le sait, pour la saison prochaine. Mais il y a quand même un titre européen et pas n'importe lequel à aller chercher. Oui, vous l'avez dit, hein, Kazan, Bologne. Qui vous voyez en face de Monaco? Je dirais la Virtus. La Virtus parce qu'elle a l'avantage du terrain, parce qu'un garçon comme Milos Teodosic, et on parlait de star européenne, il en fait partie, ne passe pas à travers 2 fois. Il s'est planté complètement en Russie. C'est un effectif qui est bâti pour aller en Euroleague. Ça serait une énorme déception pour eux. Marco Bellinelli, qui est une immense star NBA, a rejoint le club italien. Alors, je ne suis pas trop adepte des pronos, mais je pense qu'à domicile, la Virtus Bologne devrait affronter Monaco. Et puis, c'est pas forcément un bon adversaire pour la Roca Team, qui les a beaucoup joués les années précédentes en Eurocup. Ouais. Et ça reste compliqué. Je ne suis pas sûr que Monaco ait déjà battu la Virtus Bologne en compétition européenne ces dernières années. Bon, de toute façon, là, c'est la finale, que ce soit Bologne ou Kazan, forcément, ça sera Monaco qui sera vainqueur de cette Eurocup. On est d'accord là-dessus? Là-dessus, on est d'accord. Pour la préférence du cœur, on est d'accord. Bon, là, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir dunké. En tout cas, on suivra ça évidemment de près sur Monaco Info. Stéphane Brun, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On a parlé de l'Euroleague, de l'Eurocup, mais il y a encore le championnat de France. On en oublie le match de lundi soir où la Roca Team, leader de la Jeep Elite, a dominé sur son parquet Chalon-Reims, 94-76. Le résumé d'Émilie Rousseau sur des images d'Olivier Bonello. Quelques jours après sa qualification pour la finale de l'Eurocup face à Gran Canaria, la Roca Team retrouvait la Jeep Elite hier soir. Zvezdan Mitrovic avait décidé de mettre au repos Damien Inglis et Rob Gray, mais le coach monégasque pouvait compter sur le retour dans le groupe d'Ibrahima Falfay et Brendan Frazier. Ils ont d'ailleurs été les artisans de ce premier quart-temps, festival de dunk et de 3 points pour le Sénégalais et l'Américain. Avantage aux Monégasques en début de rencontre, 26-18. Chalon-Reims tentera de recoller au score. Dans le deuxième quart-temps, Mbida enchaîne les tirs à 3 points. Mais l'énergie de Frazier, qui n'a pas joué en Eurocup, fait la différence. Déjà auteur de 17 points à la pause. La Roca Team creuse l'écart. Les Champenois doutent. 55-36, 19 points d'écart entre les deux équipes au bout de 20 minutes de jeu. Au retour des vestiaires, le CCRB manque d'adresse, même s'ils parviennent à réduire la différence. Mais la Roca Team est en forme. L'adresse de Frazier puis le sort hyper actif cloue Chalon-Reims sur place. Rudy Demaïs-Balou tente lui aussi sa chance. Difficile de rivaliser. 84-52 à la fin de ce troisième quart-temps. La fin de rencontre sera tout aussi similaire. Les Monégasques ne laissent aucune chance à leur adversaire. Les Champenois tentent, eux, de sauver l'honneur, mais le match est déjà plié. La Roca Team s'impose logiquement et sans jamais être inquiété. On saluera le très beau match de Frazier, auteur de 25 points à Gaston Médecin. Monaco signe sa 13e victoire en Jeep Elite. We knew the importance of the game. We knew that the guys was coming back from Gran Canaria, which was a long trip, but we knew it was important. We knew that they were going to come in here and play hard. They're a great team. We have a lot of good individual players on the team, and we knew about it, so we just try to focus in. I just want to give energy to the team. You know, I'm not allowed to play in Eurocup, so I'm just trying to make sure I'm ready every time it's my chance to play. And tonight, I just want to be aggressive and have the energy for the team. On a gagné en équipe parce qu'ils sont un peu fatigués. Et c'était moi et Brandon de mettre plus d'énergie parce qu'on a resté quand même 5 jours sans rien faire. Du coup, on devait faire le premier pas. Ouais. On referme cette page basket, mais on reste dans le domaine sportif. En exclusivité, la première Formule 1 Ferrari de Charles Leclerc a rejoint en toute discrétion la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. L'occasion pour le pilote monégasque de marquer l'événement avec la visite du souverain ce lundi. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi et Olivier Bonello. C'est au petit matin, dans la plus grande discrétion, que l'opération a été menée avec précision. Une livraison spéciale est arrivée à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. La Ferrari SF90, pilotée par Charles Leclerc lors de la saison 2019, a élu domicile officiellement aux terrasses de Fontvieille. En fait, Charles Leclerc est venu pendant les fêtes de Noël à notre exposition Antoine le pilote, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que une de ses voitures allait lui être donnée. Donc il m'a demandé est-ce qu'il serait possible d'envisager de la mettre dans la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Alors évidemment,
J'ai sauté de joie et je lui ai dit que bien sûr, nous serions ravis de pouvoir l'exposer ici avec les voitures du souverain. Engagé par la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc réalise 2 victoires et 10 podiums avec cette Formule 1. Il est le pilote ayant réalisé le plus grand nombre de pole positions en 2019. Pour le Monégasque, l'arrivée de sa monoplace en principauté évoque une vive émotion. Et c'est la Formule 1 la plus significative pour moi parce que j'ai exaucé tous mes rêves en fait avec cette F1. Pas tous, mais presque. Première victoire en Formule 1, première fois en tant que pilote Ferrari, première pole position aussi. C'est exactement ce châssis qui a gagné à Spa et Monza, donc mes 2 premières victoires en Formule 1. Donc oui, elle représente énormément pour moi. Je sais qu'elle sera entre de bonnes mains, donc voilà, je suis content qu'elle soit là. À la fin des années 50, le prince Régnier III, passionné d'automobile, débute sa collection de voitures anciennes. Au fil des années et des acquisitions, la collection s'agrandit. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette Formule 1 trouve naturellement sa place. C'est formidable qu'elle puisse rejoindre la collection et qu'on continue dans cette thématique. C'est vrai que l'évolution constante de la Formule 1 est tout à fait extraordinaire. Et on voit non seulement les matériaux qui sont utilisés, la sophistication de tous les équipements, mais aussi la taille et l'emprise au sol de ces voitures. C'est tout à fait spectaculaire. Et voilà, c'est formidable que tout le monde puisse avoir accès et puisse voir ces véhicules, ces belles voitures de très près. La collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est actuellement fermée au public. À noter donc que dès la réouverture, les visiteurs auront l'opportunité d'approcher cette Formule 1 qui ouvre un nouveau chapitre de l'histoire automobile en principauté. Voilà, la Formule 1 de Charles Leclerc dans un musée monégasque. C'est une bonne nouvelle. En revanche, une autre nouvelle qui va décevoir cette fois les amoureux de belles mécaniques. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, le salon Topmar qui était prévu du 1er au 5 septembre au Grimaldi Forum est reporté du 8 au 12 juin 2022. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que cet événement se déroule en toute sérénité. Le manque de visibilité et les restrictions toujours en vigueur obligent les organisateurs à reporter à contre-cœur cette 17e édition. Les billets déjà achetés seront évidemment remboursés. La mobilisation White Card du 6 avril se conclut avec succès, touchant 170 millions de personnes dans 117 pays. Avec le slogan « Derrière chaque hashtag Whitecard, il y a une histoire », la campagne 2021 initiée par Peace and Sport a invité le monde entier à rejoindre le mouvement de la paix par le sport. Les célébrations ont inclus une grande diversité d'acteurs, dont des gouvernements, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques, des ONG, des athlètes ou encore des bénéficiaires des programmes de terrain. Cette 8e édition a une fois de plus démontré que le sport est un outil formidable pour lutter contre les discriminations. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est l'une des grandes préoccupations aux principautés. En effet, la coopération et l'échange de données entre les différents acteurs de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption sont encadrés par la loi. Cette dernière vient d'être récemment modifiée. Dans ce cadre, la cellule de renseignement financier est amenée à recevoir ou à se faire communiquer toute information d'autres autorités nationales. C'est ainsi que chaque année, près de 400 demandes et échanges d'informations sont adressés à la direction de la sûreté publique. À l'image des accords de coopération conclus dans les pays voisins, le SICFIN et la direction de la sûreté publique réaffirment leur volonté de coopérer de façon permanente et toujours plus efficace en signant un accord. La Fondation Princesse Grace lance un appel à la générosité, Vanessa. Oui Fabien, privé de 2 éditions du Bal de la Rose qui constitue d'ordinaire sa plus grande rentrée financière annuelle, la Fondation Princesse Grace continue malgré tout de poursuivre ses actions. Rappelons que la Fondation apporte annuellement une aide directe non seulement à des actions humanitaires au profit d'enfants mais aussi à des projets culturels à destination des étudiants. Elle aide également de nombreuses unités pédiatriques pour l'achat de matériel. Si vous souhaitez soutenir ces actions, il vous suffit de consulter le site internet qui s'inscrit en bas de votre écran.
Merci Vanessa Dessy. Passons à notre dernière invitée. Vous avez l'habitude de la voir sur notre antenne puisque l'on fait régulièrement des points sur la situation sanitaire. Benoît de Sévelinge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CHPG. Nous sommes mi-avril. Quel constat pouvez-vous faire? Quel est l'état des lieux? Alors, on constate sur l'hôpital une diminution de la circulation du virus et du nombre de patients qu'on hospitalise. Donc actuellement en réanimation, on a 6 patients qui sont hospitalisés. Et en hospitalisation conventionnelle, on est à 16 patients. En revanche, ce qui a changé, ce sont les âges. Donc en réanimation, nos 6 patients, ça va de 43 à 82 ans. Et en hospitalisation conventionnelle, de 39 à 92 ans. Donc vous voyez, on a des patients beaucoup plus jeunes qui viennent. D'accord. Sachant qu'ils n'ont pas tous des comorbidités antérieures. Donc on voit une évolution du virus. Il circule moins, mais il semble toucher une population un petit peu plus large. C'est un paradoxe, ça. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Probablement l'effet des variants, probablement également l'effet de la vaccination qui permet aux personnes âgées que l'on avait dans les lits avant d'être protégées, d'autant plus sur Monaco, parce qu'on a des taux de vaccination très importants et très satisfaisants. D'ailleurs, notamment dans les maisons de retraite, où aujourd'hui on n'a plus peur du cluster, en tout cas dans l'état actuel des connaissances et de la circulation de l'épidémie, puisqu'on a 100% de nos résidents de la Quétudine qui sont vaccinés et plus de 90% qui sont vaccinés sur le centre Régnier 3 et le Cap Fleury. En réalité, il n'y a que 8 résidents sur toute la filière gérontologique qui ne sont pas vaccinés. Donc, de ce point de vue-là, on est beaucoup plus serein par rapport à l'impact de la maladie sur les personnes âgées. Mais aujourd'hui, il faut prendre en charge des plus jeunes. Donc, c'est un appel à la vigilance pour tout le monde. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on le voit, hein, c'est essentiellement du variant anglais qui serait plus contagieux, avec des cas des fois, paraît-il, plus graves. Comment se fait-il comme ça, alors que ce serait un virus plus contagieux, qu'il y ait moins de cas? Vous le dites, il y a plus de vaccination, mais c'est pareil dans les Alpes-Maritimes, ça baisse aussi. On est à la fin d'une crise? Non, pas encore. Je pense malheureusement que c'est un petit peu rapide de parler de la fin d'une crise. Bien sûr. Alors le variant britannique, effectivement, il est là. Hein, c'est plus de 80% des cas de Covid sur Monaco. Donc il a vraiment pris le dessus. Aujourd'hui, on parle d'un variant, alors que c'est plus le variant, c'est la grande majorité. Pourquoi est-ce que ça circule moins? Alors il y a probablement aussi un effet des mesures sanitaires, hein, le télétravail, le couvre-feu, le confinement du pays voisin. C'est des choses qui aident à diminuer la circulation du virus, c'est évident. Il y a peut-être aussi le retour des beaux jours, où les gens sont davantage en extérieur. Il y a la vaccination. Où on il y a se peut-être communique, aussi un début d'immunité collective. Moins parce qu'on est à l'extérieur, c'est ça? C'est sûr. C'est certain. Aujourd'hui, on pense vraiment qu'on sous-estime la contamination via les traitements d'air. Et en extérieur, quoi qu'il en soit, l'air n'est pas confiné, on a un renouvellement qui est bon, et donc forcément on se contamine moins. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher les mesures barrières. Ça veut dire que les mesures barrières sont d'autant plus efficaces à l'extérieur. Pouvez-vous nous rappeler de quelle manière le CHPG est en ordre de marche pour faire face à cette crise sanitaire? Alors actuellement, on est toujours en situation d'alerte, hein, donc notre activité d'orthopédie est extrêmement réduite et transférée à l'IM2S pour la traumatologie, l'IM2S qui est un partenaire très important dans cette crise. Nous avons une unité dédiée d'hospitalisation conventionnelle, donc de 30 lits, à la place du service d'orthopédie, et le bloc opératoire d'orthopédie sert de réanimation conventionnelle, dans laquelle actuellement sont hébergés 3 patients chirurgicaux. Donc ça, c'est des patients qu'on a normalement en réanimation. Pour le reste de l'établissement, on commence réellement à avoir à nouveau une activité normale avec une reprise des consultations qui est importante. On garde un certain nombre de mesures de précaution en demandant une PCR systématique pour toute hospitalisation, tout acte chirurgical, en demandant aux accompagnants de rester à l'extérieur pour éviter d'encombrer les salles d'attente. C'est la question du renouvellement d'air dont je vous parlais. Plus on est nombreux dans une salle, plus on prend un risque de contamination. Et donc voilà, sur le reste, on commence à retrouver un petit peu une vie, j'ai envie de dire, normale. Dans 10 jours aura lieu le Grand Prix historique, puis en mai le e-Prix et le Grand Prix de Formule 1. Le CHPG est toujours mobilisé à l'heure de grands événements comme ces courses. Du coup, comment allez-vous faire face cette année? Puisque bien sûr, il y a la Covid-19 qui se rajoute à ça. Pour tout vous dire, on travaille sur le sujet depuis le mois de janvier avec les différentes hypothèses pour essayer de calibrer un dispositif de secours qui soit adapté. Le Grand Prix, c'est un événement où il y a beaucoup d'intervenants sur le plan, on va dire, santé en général. Il y a la Croix-Rouge avec les secouristes, il y a les médecins de la Fédération automobile, il y a les médecins de l'Automobile Club, il y a les médecins de l'hôpital et il y a le SAMU 06 qui vient donner un coup de main. Rajouter le Grand Prix, c'est reprendre 3 week-ends.
3 week-ends de travail, là où on est censé avoir 3 week-ends de repos. Donc il a fallu qu'on retravaille tous ces plans-là pour essayer de rationaliser au maximum la présence des soignants et des médecins, pour assurer la sécurité dans les conditions réelles de ce qui va arriver, c'est-à-dire une partie de huis clos et une partie de course en public avec une jauge réduite. Donc il faut qu'on assure la sécurité de toutes ces personnes, tout en préservant en parallèle les soignants qui sont fatigués. Après, le Grand Prix arrive à une bonne période pour nous, puisque on voit, comme je vous l'ai dit, on a moins de malades, on a moins de travail à ce niveau-là. Donc, ça tombe bien que le Grand Prix arrive au mois de mai. Au mois de janvier, on aurait été un petit peu plus gênés. Pour finir, un conseil pour les téléspectateurs, parce qu'on l'a dit, les chiffres baissent, mais il faut continuer, j'imagine, à faire attention. Restez vigilants. Restez vigilants parce que si on veut retrouver une vie normale, c'est par l'application de ces gestes barrières et de protocoles sanitaires stricts qu'on y arrivera le plus rapidement. Benoît de Sévelinge, merci. Merci à vous. Vanessa, on passe à la météo. Quel temps fera-t-il ce mercredi ? Eh bien, le ciel semble plus dégagé ce mercredi avec quelques apparitions du soleil durant la journée. Il soufflera une très légère brise pouvant atteindre 7 km/h. Les températures oscilleront de 9 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 6h48 et se couchera à 20h13 et nous fêterons les maximes. Merci Vanessa, on se quitte avec les photos du jour. Elle est belle et on a fait rêver plus d'un et plus d'une. La monoplace SF90 de Charles Leclerc, celle-là même qui lui a permis de monter à 2 reprises sur la plus haute marche du podium. Et elle est désormais exposée parmi la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Ces clichés ont été pris par Michael Alési. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, mercredi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.